saviez-vous? Dans le film Titanic, les dessins de Jack ont en fait été dessinés par James Cameron lui-même. Ça, il s'agit de ses mains. Le saviez-vous? Cette scène est d'ailleurs la toute première à avoir été tournée par les deux acteurs ensemble. Cameron voulait que l'émotion de Jack découvrant Rose dans le plus simple appareil soit la plus authentique possible. Le saviez-vous? Tu savais? Non, je ne savais pas. Quand Jack dit Overrun. The bed. The couch. DiCaprio était tellement en émoi qu'il s'est trompé dans sa réplique, et Cameron a décidé de le garder au montage. Tu savais? Hein? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le savais ça? Est-ce que tu le savais? Toute l'équipe de tournage s'est retrouvée droguée au PCP contre son gré. Le saviez-vous? De quoi? Lors du dernier jour de tournage des scènes encadrant le récit, une personne toujours inconnue à ce jour a décidé de relever la soupe de palourde en y ajoutant de la phéncyclidine. Basically, somebody had taken a pound of PCP and dumped it into the chowder. L'intégralité de l'équipe de tournage va alors se retrouver complètement défoncée, organisant des courses de fauteuils roulants ou une gigantesque queue leu autour d'un James Cameron cramponné au bras du médecin de l'équipe en lui hurlant « Le putain de cuisinier m'a empoisonné, guéris-moi !» DiCaprio et Winslet n'étaient pas sur le tournage ce jour-là, et Gloria Stewart s'était par chance commandé à manger. Mais Bill Paxton, complètement raptalus, racontera à Larry King la tête que va faire le personnel de l'hôpital en voyant débarquer 80 personnes arrachax dans leur service urgence vide. Some people are freaking out, some people are Congo dancing, some people are euphoric. I'm not gonna hang out here, this is bedlam. I'm gonna wander back down and just drink a case of beer. On sait toujours pas qui est à l'origine de ça, mais la légende voudrait que ce soit un techos qui a voulu se venger du comportement exécrable que James Cameron a imposé à son équipe tout au long du tournage. And of course, the operant theory was that I was such a psychomaniac that they were trying to get back at me. Tu vas répéter tout ce que je dis, enfoiré! Il y a une autre théorie qui voudrait que le tournage s'est tiré en longueur, le budget arrivé au bout, et que cet incident aurait permis d'étirer le shooting sur une semaine de plus via les fonds prévus par les assurances. Mais bon, ça reste pas le pire truc qui est arrivé sur un tournage de cinéma. Alors je vais pas vous parler du décès tragique d'Art Skull sur le tournage de Top Gun, des 27 animaux morts sur le tournage du Hobbit, ou des 70 humains blessés par des animaux sur le tournage d'Aurore, ou de cette scène, ou de cette scène, ou de ce tournage, ou de ce tournage, ou de ces scènes. Ni des tournages maudits de L'homme qui tua Don Quichotte ou d'Apocalypse Now, même si je vous recommande de regarder les documentaires Lost in La Mancha et Au cœur des ténèbres, tous deux sur ces tournages respectifs. L'un des tournages les plus sombres, pour moi, c'est... Le Magicien d'Oz est un film musical américain sorti en 1939 et réalisé par... Alors d'abord réalisé par Richard Thorpe, réalisateur d'Ivanhoe et des Chevaliers de la Table Ronde, qui va se faire kick au bout de quelques jours accompagné des images qu'il a tournées, jugées hors de propos par la MGM. Mention spéciale à Seth Perruque, qui voulait faire porter à Judy Garland, l'interprète de Dorothy. Il est remplacé par George Cukor, qu'on connaît pour... qui va changer toute la DA avant de se casser sur Autant en emporte le vent, puis Victor Fleming qui va prendre sa place à la réalisation, avant d'aller encore prendre sa place sur Autant en emporte le vent parce que ce dernier s'est pris la tête avec Clark Gable, et du coup il va également prendre sa place en allant récupérer l'Oscar du meilleur réalisateur. I cannot accept this without paying tribute to those really responsible for much of the picture's success. The crew behind the camera, to whom I am deeply grateful. Thanks. Et enfin, c'est King Vidor, absent au générique, qui va finir le film en tournant les séquences du Kansas en noir et blanc. Ok, maintenant pour contextualiser un peu plus, je vais résumer l'intrigue en 31 secondes et 91 centièmes. Le film a quasiment un siècle, mais si vous voulez pas vous faire spoil, allez à ce timecode. Une jeune fille nommée Dorothy se retrouve propulsée par magie dans un univers en couleur appelé Oz. Elle rencontre 6 personnes de petite taille nommées les Munchkins, une gentille sorcière et une méchante sorcière. La seule personne capable de la ramener chez elle est ce fameux magicien d'Oz, donc pour aller à sa rencontre, elle emprunte une route de briques jaunes. En chemin, elle rencontre un épouvantail qui veut un cerveau, un homme de fer qui veut un cœur et un lion trouillard qui veut du courage. Cette petite troupe arrive à la Cité Verte et rencontre le magicien qui accepte de les aider à condition qu'on lui amène le balai de la méchante sorcière. Et donc, infiltration du château, seau d'eau et pshht la sorcière. Sauf que plot twist, le magicien n'a aucun pouvoir, mais il leur dit que le One Piece était dans leur cœur pendant tout ce temps et grâce à la gentille sorcière Dorothy peut rentrer chez elle en claquant 3 fois des pieds. Ayant coûté 3 millions de dollars, ce qui, à l'époque, était le plus haut budget jamais dépensé sur un film. Ce dernier est réalisé dans des conditions qu'on va dire compliquées. Tournage 6 jours sur 7, de 4h du mat à 19h, incluant des heures de maquillage pour la plupart des comédiens.
Le tout sur un set surchauffé à plus de 40 degrés par les projecteurs nécessaires à l'éclairage intense dont le Technicolor avait besoin. Harold Rosson, le directeur de la photographie, mentionne qu'ils avaient dû emprunter tous les projecteurs non utilisés à Hollywood. Cette chaleur suffocante sur des durées aussi longues va provoquer une quantité inimaginable d'évanouissement parmi les membres de l'équipe, qui devaient alors être portés hors du studio. Et quand la chaleur devenait insoutenable pour toute l'équipe, Fleming faisait tout éteindre et ouvrir en grand les portes. Les comédiens se retrouvaient à l'extérieur, à bout de souffle, le temps que le set redevienne praticable. La fameuse porte de la Discord sur laquelle Jack n'est pas monté est en réalité basée sur un vrai cadre de porte du Titanic originel et elle a été vendue aux enchères pour la somme de 718 000 $. Parlons un peu de Buddy Ebsen. Alors en fait finalement ça va plutôt être Gregory House qui va en parler et Christophe Ondelat, qu'est-ce que tu fais là? Coupable d'avoir tué, puis découpé en morceaux à la meuleuse à béton. Ok. Buddy Ebsen was the original Tin Man in The Wizard of Oz for a day. He was diagnosed allergic to the aluminum dust in the makeup. His lungs failed, he nearly died. The question is, why? Dr. House, Dr. House, Dr. House, c'est pas Mickey Mouse. Casté à la base pour interpréter le rôle de l'épouvantail, il va, pour son plus grand malheur, échanger son rôle avec Ray Bolger, le comédien censé jouer le rôle de l'homme de fer, après une discussion dans laquelle ce dernier lui fait part de son désir de jouer son rôle. Le studio va littéralement utiliser son visage en guise de cobaye pour trouver le maquillage parfait. Ils vont tester de nombreuses formules, diverses prothèses, qui vont recouvrir de poussière d'aluminium. Et une fois arrivé à ce résultat, les tests étaient finis, et ils disent à Ebsen, on est bon, tu vas pouvoir respirer un peu. Sauf que 10 jours plus tard, il ne le pourrait plus. L'intérieur de ses poumons est couvert d'aluminium et il se fait admettre à l'hôpital en urgence. On est en 1938. Et en 1938, la réaction d'un producteur de la MGM quand on lui annonce qu'un des comédiens de son film est hospitalisé, c'est... Coucou. On tourne dans 5 minutes. Alors quand le médecin menace Mervyn LeRoy, le producteur du film, de lui péter la gueule s'il laisse pas un peu d'air à Ebsen, de l'air vous l'avez, il va tout simplement le remplacer. Toute sa vie, Buddy Ebsen va souffrir de problèmes respiratoires suite à, je cite, ce foutu film. Et lorsque son successeur, Jack Haley, va reprendre le rôle, la poudre d'aluminium est remplacée en scred par une pâte. Et c'est que quelques semaines plus tard qu'il va apprendre les raisons du remplacement de son prédécesseur, notamment quand la pâte d'aluminium va infecter son œil, le faisant arrêter pour 4 jours de tournage. Heureusement, sans séquelles. Jack Haley qui, par ailleurs, était sous contrat avec la 20th Century Fox et a tout simplement été loué à la MGM. Il avait absolument pas son mot à dire sur ses rôles. Et sa seule réponse possible était... Oui, messieurs. À l'époque, les comédiens étaient sous contrat avec les maisons de production et ils étaient malléables à souhait. Winsby Meyer, le très controversé directeur de la MGM de l'époque, va se faire connaître en disant « Tenez-vous bien devant la caméra, nous, on s'occupe du reste ». Et pour que Haley se tienne bien devant la caméra, son costume était fait en bougre, un tissu raide en coton, utilisé dans la couverture des livres, recouvert de cuir et pas en argenté. Il va dire « Je pouvais pas me reposer dans ce costume, je pouvais même pas m'asseoir ». It was not fun like hell it was fun. It was a lot of hard work. It was not fun at all. There's nothing funny about it. Ironie du sort, Ray Bolger, qui échappa à l'aluminium, raconte « Mon masque était pas poreux, je pouvais pas transpirer et ma peau ne respirait pas. On réalise à quel point on respire par notre peau le jour où on nous en empêche. » Chaque soir en fin de tournage, la maquilleuse passait 1 heure à enlever le masque en caoutchouc qu'elle lui avait collé au visage le matin. Et le soir où on lui enleva le masque pour la dernière fois, il réalisa que sa bouche et son menton allaient rester à jamais marqués. Maintenant, regardez, il va faire un dip. Il raconta quelques années plus tard que tout au long du tournage, ce qui l'a aidé à tenir, c'était les 2 old fashion qui descendaient l'un après l'autre en rentrant chez lui. Attends, c'est quoi ce délire? Il se passe quoi là? Anna de Armas? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma vidéo? I'm gonna teach you how to make my perfect old fashion. Ah, ça c'est cool ça, Anna. That's good. It's really good. The hours were long and the time off from work was short. During this period, we had to have our dinner, sleep, and get back up again at 5 o'clock in the morning. We hardly ever arrived home earlier than 7:30 or 8. Bert Lahr, lui, va pas non plus être épargné. Quand les prothèses étaient installées sur son visage, il pouvait quasi plus ouvrir la bouche. Du coup, chaque matin, il restait debout pendant des dizaines de minutes, quasi comme paralysé, sans vouloir / pouvoir s'asseoir face au maquilleur. Et le reste de son costume, une vraie peau de lion rembourrée de partout, pesait littéralement 1 tonne. Il l'enlevait dès qu'il pouvait entre chaque prise, et d'après l'équipe technique, il était en nage à chaque fois. Le tournage est pas seulement intense, il est aussi long. C'est un tournage où on va retourner les scènes sur la route de briques jaunes jusqu'à 14 fois pour arriver à une prise où Toto, le chien, marche avec eux. Regardez-moi ce bébou. En parlant du chien, vous saviez qu'il était mieux payé sur le tournage que les acteurs jouant les Munchkins ?
Et les comédiens en question d'ailleurs, quand Mervyn LeRoy en parle, il parle d'orgies dans les chambres d'hôtel. Dans un de ses livres, Hugh Fordin parle de prostituées, de macros, d'agressions sur les forces de l'ordre, de paris illégaux dans l'hôtel où ils étaient tous hébergés. Pendant des années, tout va être dit sur eux. Et Sidney Luft, l'ex-mari de Judy Garland, les accuse dans son autobiographie d'avoir eu de nombreux gestes déplacés envers cette dernière. Les images que vous voyez, tirées du film Under the Rainbow de Steve Rash, sorti en 1981, ont cimenté cette histoire. Billy Curtis mentionne énormément d'exploitation par des personnes de grande taille, notamment par Leo Singer, leur autoproclamé manager qui empochait la moitié de leur salaire à tous. Mais Stephen Cox, dans son livre Les Munchkin Dolls, raconte qu'en contrepartie, il les choyait et était comme un père pour eux. Et également quand Hazel Resmundo, ici en photo avec Marilyn Monroe, ou Margaret Pellegrini, parle de ses semaines de tournage, elle parle d'une communauté bienveillante, douce et présente les uns pour les autres. Elle mentionne aussi quelques cas de promiscuité. Et Pellegrini racontera plusieurs fois une anecdote impliquant l'ex-mari de la comédienne partageant sa chambre et ceci, mais jamais au niveau de perversion mentionné plus tôt. One of the Munchkins got a little jealous about his ex-wife and threatened somebody with a knife. Et c'est bien YouTube quand même. Je vais vous lire ce que sa petite fille a commenté sous une de ses interviews. Cette dame est mon arrière-grand-mère. C'est quasiment elle qui m'a élevé. À tous ceux qui disent qu'elle a été adorable avec eux, elle était infernale avec nous. Elle me manque énormément. Après, je suis heureuse qu'elle soit connue. Grâce à ça, je peux aller écouter sa voix à n'importe quel moment de la journée. Repose en paix, mamie. Et merci pour tout. Allez, dernière anecdote sur eux. Sur la page anglophone de Wikipédia, ils sont quasi tous crédités. Oui. Salut. Salut Emmerich. Emmerich d'environ 48 heures dans le futur après l'enregistrement de ta facecam. D'accord. Je pense que j'aurais dû exiter plus tôt, mais on t'a appelé pour du taf et du coup t'as dû faire des retours sur la vidéo de... Et ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu verras bien. Ok. T'es où là? Bah je dirais à 1 mètre de toi, si je pointe le doigt t'es là quoi, genre et moi je suis Et du coup tu voulais nous parler d'un truc Ouais, tu vois cette scène? C'est mignon tout plein. Tu sais ce qu'ils ont utilisé pour faire la neige? De l'amiante. Ok. Et qu'est-ce que c'est l'amiante? Bah c'est un silicate magnésien ou calcique. Ouais mais c'est... c'est réputé pour être extrêmement toxique et son inhalation peut provoquer des inflammations des bronches ou du système respiratoire, voire des cancers suite à une exposition répétée. Il y avait cette merde dans l'isolation des baraques de nos darons. Et c'est la première cause de décès liée au travail chez les ouvriers du BTP. Oh. Hors accident du travail. Merde. Voilà. Attends, et tout ça tu l'as lu dans Racine? Non, c'est pour de faux. En vrai, notre téléphone dedans. Yo les gars. Oh salut. Hein, donc on va être 3 en fait, ok. Non mais t'inquiète, en vrai si ça fonctionne pas au montage on refera plus jamais cette vanne hein. T'es quand toi? Je suis 1h30 après toi. Par contre t'as l'air grave heureux. Ah bah tu verras. Alors oui par contre je suis obligé d'intervenir sur un truc. Ça a été débunké dans le livre The Wizardry of Oz de Jay Scarfone et William Stillman. Mais c'était pas de l'amiante, c'était du gypse en poudre. Ah ouais? Ok. Et c'est quoi le gypse du coup? C'est une roche saline ou une évaporite commune. Alors ça va en fait du coup. Et c'est quoi les effets du coup de l'exposition au gypse en poudre? Inflammation des bronches ou du système respiratoire, voire des cancers suite à une exposition répétée. La substance a été interdite peu après et sur le plateau, la prod a conseillé aux comédiens de ne pas respirer trop fort. Putain. En tout cas, trop cool l'ambiance ici. Hein. On dirait un podcast de merde. Alors c'est un 10, mais il adore taper les femmes et il est peut-être un peu nazi. Mais quoi? Ah pardon, c'est une ref à un truc dont on va parler, mais genre dans 10 minutes à peu près. T'es un grand malade toi. Pour le coup, on est un peu la même personne, mon chocodoudou. Mais par contre, tu sais qu'il y a cette vanne au tout début de Clair Obscur Expédition 33? Mais non. Si, je te montre, attends. Oh, regardez, un chevau violet! Le fameux cheval d'une autre couleur est en fait 4 chevals, chacun enduit d'une poudre de gelée de différents fruits pour leur donner les couleurs qu'on aperçoit à l'écran. Ils ont dû tourner les scènes le plus vite possible parce que les chevals essayaient en permanence de lécher la gélatine sur leur corps. À la base, ils avaient prévu de l'éteindre, mais voici une interprétation via un média approprié de la réponse que l'ASCPA a dû leur fournir à l'époque. Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu? Tiens, et vous savez avec quoi c'est fait la gélatine? Ça peut être fait avec des sabots et des os de chevaux. Pardon? Attends, c'est une dinguerie ce truc. Ah bah elle tombe bien, tiens. Transition parfaite, on va parler de Margaret Hamilton.
Margaret Hamilton, c'est pas que l'interprète de la méchante sorcière de l'Ouest, c'est juste la GOAT en fait. Elle est aussi autrice et romancière avec plus de 57 ouvrages publiés. Vous connaissez la phrase « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde », c'est d'elle. Elle est aussi diplômée du MIT et ça c'est assez fou. Mais c'était elle, la responsable de l'équipe chargée du développement du logiciel embarqué sur, je sais pas, le module lunaire de Apollo 11 par exemple. Regardez-la en train de poser à côté du code qu'elle a rédigé avec son équipe pour... Ouais, t'es sûr que t'es pas en train de confondre Margaret Hamilton et Margaret Wolf Hamilton? C'est trop Margaret Hamilton? He said, they're sort of interested in you for a part in The Wizard of Oz. And I said, oh, gosh, think of that. I said, I loved that story from the time I was 4 years old. What is it? And he said, well, The Witch. And I said, The Witch? And then he said the final thing. He said, yes, what else? Vous vous souvenez de ce que les acteurs ont subi avec la section maquillage? Vous savez comment ils ont fait pour obtenir la couleur verte? Un maquillage à base de cuivre. Une base cuivrée qui devait être enlevée avec de l'acétone chaque soir. Une base cuivrée tellement tendue au niveau sanitaire que Margaret Hamilton devait manger quasiment liquide pour éviter d'ingérer la moindre particule de son maquillage. Et vous voyez cette scène? En gros, le mécanisme censé la faire disparaître était assez simple. Attends, je vais vous faire un dessin. Une machine génère un écran de fumée pour cacher Hamilton, un ascenseur la fait descendre en une fraction de seconde sous le plateau, et puis... Sauf que lors de la seconde prise, l'ascenseur a merdé, les flammes sont parties trop tôt, brûlant au 3e degré son costume, son poignet, son maquillage, et la peau qu'il recouvrait. We came back from lunch, and everybody again is tired. It was all just one mistake after another. And I stepped down, the smoke all came up, and I went down. I felt just something warmth on my face. And then there were some dropping things burning, and I thought, what in the world is that? A wonderful young man, Jack Young, who really saved my life. He was right there and grabbed hold of me, and we ran to the first aid station on the set. Jack Young, le make-up artiste qui, chaque soir, veillait à ce qu'aucune trace de verre ne restait sur son visage, savait parfaitement à quel point ce maquillage était toxique. Et cette fois-ci, vu la brûlure, et pour ne courir aucun risque, il utilisa de l'alcool. Margaret Hamilton va faire de son mieux pour rester en place le plus longtemps possible. Elle reste impassible pendant une grande partie de la procédure, mais à un moment, elle va dire à Young, je pense que je vais crier maintenant. Elle va rester incapacitée pendant 3 mois. La veille de son retour, en préparation de cette fameuse scène, l'assistante prod lui dit « Et du coup, pour la scène de demain, tu veux ton costume normal ou on te file celui qui est inifugé ?» Hamilton va répondre « Attends, comment ça inifugé ?»« Ah non, mais parce que... » Pourquoi inifugé? Le plan est risqué? Ah non, t'inquiète, non. Hamilton a senti la douille. Et quand Mayer et Fleming débarquent pour la négo, elle leur a dit un truc du genre « Les gars, je sors de 3 mois d'hospitalisation, je sais pas si je vais un jour retrouver des sensations dans mon poignet. C'est mort, je vais pas courir le moindre risque de me blesser de nouveau. » Et en partant, elle va croiser sa doublure, Betty Danko. Miss Danko. Now we'll try it on you, Miss Danko. Try and resist me. Elle lui dit un truc du genre « Yo meuf, ne fais pas cette cascade, ça pue la merde. » Oh tu sais, il me paye grassement pour la faire. Hein. Celle-là je l'aime bien parce que c'est une ref à Wicked vu que la sorcière du Magicien d'Oz c'est Elphaba dans Wicked. Du coup je cale le moment de Defying Gravity là sur le moment où la sorcière s'envole vu que c'est la même personne. Franchement je l'aime bien en vrai. Après j'avoue elle est pointue, y a personne qui va la comprendre. Ouais vas-y ça part en C. Et pour le coup, elle lui a vraiment répondu « Eh bien j'espère que ça en vaut la peine ma chérie ». Danko, qui évidemment portait le même costume et le même maquillage qu'Hamilton, va se rendre sur le plateau pour... Oui. Ouais, c'était juste pour te dire, quand elle est arrivée sur le set, elle a eu un espèce de pressentiment en voyant les mecs préparer le faux balai qui devait cracher la fumée. À ton avis, qu'est-ce qu'ils étaient en train d'étaler sur le balai pour isoler de la chaleur? Aucune idée. Réfléchis. Du gypse? Alors non. De l'amiante? Oh. Ouais. La première prise se passe bien, la deuxième prise se passe bien, à la troisième prise,
le tuyau explose. Par je ne sais quel réflexe miraculeux, elle arrive à se rattraper et à passer sa jambe par-dessus le faux balai, ce qui l'empêche de chuter de 4 mètres et se retrouve en cochon pendu, le temps qu'il redescend de la structure. Une fois au sol, je vais vous épargner la description de sa blessure, et toute la suite est floue pour Betty. Mais elle se souvient d'une phrase. La costumière va se précipiter vers elle et lui dire « Qu'est-ce que t'as fait du chapeau? C'est une location, il faut que je le rende après. » Elle est restée 11 jours à l'hôpital. Là-bas, le docteur lui a dit qu'il s'était déjà occupé de 2 acteurs jouant des singes volants qui se sont blessés quand les fils les tenant en l'air ont rompu. Et le chapeau, ils l'ont retrouvé quelques jours plus tard coincé dans le plafond. Bon, sur une note plus joyeuse. Vous voyez la veste que porte Frank Morgan, l'interprète du magicien d'Oz dans cette scène? Pendant des mois, ils ont cherché la veste parfaite. Et à quelques jours du tournage de ces scènes, dans une fripe, une des costumières va trouver ce modèle. Bébé, quand tu mets cette veste, qu'est-ce que t'es beau, 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 beau. La légende raconte que pendant le tournage, Frank Morgan va mettre sa main dans la poche et il va sentir une étiquette. Par curiosité, il lit ce qui est marqué dessus et le nom affiché est Lyman Frank Baum, l'auteur de... Contacté peu après, la veuve de Lyman aurait confirmé que effectivement c'était bien sa veste. Alors en fait... Oh putain. Mais t'étais encore là toi. J'avais pas raccroché le... Je me dis bien qu'il n'y avait pas eu le bruit de... Ouais, du coup, Michael Patrick Hearn, le biographe de Baum, il raconte ensuite que la famille de ce dernier, elle a jamais entendu parler de cette histoire, ou même vu la veste. Il dit sûrement que c'est une légende en fait qui a été créée de toutes pièces par le studio. On peut jamais être heureux. Jamais. Allez, salut. Tiens, autre anecdote random, en 1978, en pleine blaxploitation, Sidney Lumet va réaliser The Wiz, un remake du film avec un casting entièrement afro-américain, incluant notamment Diana Ross dans le rôle de Dorothy. Et l'épouvantail est joué par... Je pense que vous voyez qui c'est. Et bon, faut aussi et surtout qu'on parle de Frances Ethel Gum, aussi connue sous le nom de... Trigger warning sur ces sujets si c'est chaud pour vous. Timecode. Judy Garland, c'est l'exemple typique de l'enfant de la balle. Né dans l'art, façonné pour l'art. Ici dans son rôle le plus mythique, à jamais associé à son nom. Margaret Hamilton dira d'elle, une des personnes les plus joyeuses que j'ai jamais vues. Jack Haley, la personne la plus aimable que j'ai rencontrée de ma vie. Ray Bolger, ses instincts d'actrice étaient impeccables. Yip Harburg, le parolier du film, dira à qui veut l'entendre qu'il n'a jamais vu quelqu'un apprendre une chanson aussi vite qu'elle. Ça c'est ce qu'ils vont dire après le tournage. Pendant le tournage, elle se mangeait les critiques de la MGM, de l'équipe du film, de sa famille. Par exemple, toute sa vie, elle va se souvenir de cette séance d'essayage pour le rôle où toutes les costumières énonçaient à voix haute tout ce qu'elle n'appréciait pas chez elle pendant qu'elle devait rester immobile en écoutant. Elle a 16 ans. Et comment tu te construis quand tu dois tanker autant, si tôt et surtout en permanence dans une industrie pour qui tu n'es qu'un physique et qu'elle peut veut le transformer comme elle l'entend parce qu'elle a 16 ans et que Dorothy est censée en avoir 12. Du coup, on lui fait porter un corset pour resserrer sa taille et un binder pour comprimer sa poitrine. Et pour éviter qu'elle prenne du poids, Louise B. Mayer la force à suivre un régime constitué de soupe de poulet et café, saupoudré du maximum de cigarettes qu'un humain peut fumer en une journée. Et pour optimiser tout ça, la MGM va généreusement l'approvisionner en benzédrine, une amphétamine qui, lors de la guerre qui va démarrer cette même année, va être administrée aux pilotes de chasse de la Royal Air Force pour les faire partir au combat libérés de tout sentiment de peur. I'm honestly very hungry. Those will take the edge off. No, I gotta sleep tonight. Halpert will give you something for that later. Contrebalancée par des calmants le soir pour qu'elle puisse arriver à dormir. Chase Carphone et William Stillman confirment qu'elle était également contrainte de faire de la natation, des randonnées et des matchs de badminton et de tennis avec sa doublure. Je l'ai déjà dit, mais tous les artistes sous contrat avec la MGM devaient faire ce qu'on leur disait de faire. Lors de cette scène, complètement shootée aux enfêtes, Garland n'arrivait pas à se retenir de rire. Pour la calmer, Fleming décida de la gifler devant tout le monde. Alors certes, après il s'est senti comme une merde et il a demandé à ce que quelqu'un lui mette une droite. Mais à la place, c'est Garland qui a désescaladé la situation en l'embrassant sur le nez. Un truc qui était fréquent aussi pour elle, c'était les abus et sévices qu'elle subissait de la part de Louis B. Mayer. I used to have to go to his office all the time, once a day to fight or something. Yeah? Are you gonna let that old ghost... Tous ses proches sont unanimes sur le fait que c'est ce tournage le point de bascule. Elle va recevoir un Oscar et devenir à jamais une icône hollywoodienne, mais elle va surtout sortir de ce tournage avec une image d'elle-même déplorable et une addiction aux pilules qui l'accompagnera jusqu'à son décès à 47 ans, par overdose de barbiturique, je cite, volontaire ou accidentelle. Après, un truc sur lequel tout le monde est à peu près unanime, c'est que Fleming était un putain de génie,
Mais c'était aussi un énorme trou de balle. Quand Margaret Hamilton est revenue sur le tournage après son accident, il lui a demandé comment allait son poignet. Elle lui répondit un truc du genre chaque jour un peu mieux. Et lui, il a attrapé fermement son poignet en mode fais voir. Elle est passée à 2 doigts de s'évanouir. Betty Danko raconte que quelques années après le tournage, elle a de nouveau bossé avec Fleming. Et ce dernier se souvenait même pas d'elle. Un autre cascadeur lui a dit vous devriez, elle était sur le balai pendant le tournage du Magicien d'Oz et c'est à cause de vous qu'elle a explosé. Et la réaction de Fleming, ça a été d'essayer un peu plus tard de regarder sous sa jupe pour voir les cicatrices. Ah oui, et plusieurs personnes s'accordent pour dire qu'il était très fan de... Le film est un succès, il va rapporter plus de 29 millions de dollars à la MGM, et en 1940, il gagne l'Oscar de la meilleure bande originale, ainsi que celui de la meilleure chanson. Ironie du sort, l'Oscar du meilleur film cette année-là est remporté par... Et je vous en ai parlé. Judy, I hope you win many more. La conclusion de The Making of the Wizard of Oz commence en disant que Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Margaret Hamilton, Betty Danko, Frank Morgan, Victor Fleming et Judy Garland sont aujourd'hui tous décédés. Ironie du sort, Buddy Ebsen, qui aura souffert toute sa vie de problèmes respiratoires à cause de l'aluminium, va être un de ceux qui nous aura quittés le plus tard. Et d'une certaine manière, la MGM de cette époque ne leur survivra pas non plus. En 1969, Kirk Kerkorian a racheté la firme et, en tentant de l'aider à repartir sur les rails, va complètement purger la société en revendant une partie de son patrimoine, d'une partie des studios jusqu'au mythique escarpin rouge de Dorothy. Tout ce qui n'a pas pu être vendu est chargé dans des camions qui se rendent au nord, le long de l'Interstate 405, où une gigantesque fosse est creusée et dans laquelle va être jeté tout ce que les bâtiments de la MGM, maintenant sous scellés, contenaient. Des milliers de pellicules, partitions musicales, bandes démos des comédiens, photographies d'archives, masters, avec parmi tout ça notamment le manuscrit original de Somewhere Over the Rainbow. Tout est maintenant en train de se désagréger sous terre, sur les parties de golf des membres du Mountain Gate Country Club. Il ne reste que les films, les chansons et les histoires. And I thought you had a heart. I thought you had a brain. Yeah. We need the cowardly lion is what we need. La phrase qui résume parfaitement tout ça, elle vient de Ray Bolger. Quand vers la fin de sa vie, on lui a un jour demandé s'il avait touché des royalties sur les diffusions du film, il répondit non, mais à la place. Ah oui, et en vrai, le pire tournage de tous les temps, c'est le segment de John Landis, le mec qui a réalisé pour le film La 4ème dimension.